Alors bonjour à tous, donc voilà, moi je m'appelle Camille Régnier, c'est bon, ça marche. Et donc je suis une jeune chercheuse en économie. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, en fait je suis encore doctorante, donc c'est-à-dire que je suis en train de réaliser ma thèse. Donc j'ai pas encore le titre officiel de docteur et de chercheur, mais quand on est doctorant, on est en quelque sorte apprenti chercheur. Donc je vais vous parler de mes recherches qui portent sur la croissance urbaine et la préservation de l'environnement. Donc d'abord, une petite présentation en fait rapide de mon laboratoire. Donc c'est le Césaire, Centre d'économie et de sociologie appliquée à l'agriculture et aux espaces ruraux. Donc c'est une unité mixte de recherche aussi, donc qui est INRA et AgroSup Dijon. Donc c'est deux entités qui pourraient paraître plutôt de sciences dures, d'agronomie, de biologie, etc. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des recherches en sciences humaines. Donc cette unité de recherche, elle est composée en majorité d'économistes et de sociologues. Mais il y a aussi quelques géographes, historiens et agronomes. Mais vraiment, le cœur de l'unité, c'est l'économie et la sociologie. Donc il y a une quarantaine de chercheurs et une quinzaine de doctorants. Et donc ce labo traite de 3 grandes thématiques de recherche. Donc d'abord, la première qui est un peu la thématique historique, c'est autour des espaces et du territoire. Donc moi, c'est dans celle-là que mes travaux s'inscrivent. Donc c'est sur les choix de localisation des agents, donc aussi bien des habitants que des entreprises. Pourquoi est-ce qu'on choisit d'habiter à tel endroit et pas à un autre ? Pourquoi les entreprises elles vont se localiser aussi à un endroit particulier dans la ville ? En général, elles se retrouvent toutes au même endroit. Donc en fait, en économie, on essaye de répondre à ces questions-là. Comment ça se fait qu'on a des paquets d'entreprises ? Pourquoi aussi est-ce qu'on a des villes et qu'on ne vit pas tous à la campagne ou des choses comme ça ? Et puis dernièrement, donc, on a aussi la question de l'environnement. Comment prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, les villes, elles s'étendent, elles s'étalent, et quel est l'impact sur l'environnement et comment faire en fait, pour avoir des villes durables. Donc moi, mes thématiques de recherche, c'est plutôt là-dessus. Il y a également des chercheurs donc, qui travaillent plus directement sur l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. Donc là, voilà, par exemple, je vous ai mis quelques exemples de questions, sachant que là, c'est vraiment pas détaillé, ça peut rentrer plus dans le détail, mais moi, c'est pas mon domaine précisément. Donc, quelle est la performance des circuits courts ? Aujourd'hui, on voit que, on se demande de plus en plus, finalement, est-ce que c'est pas mieux si je vais acheter directement au petit producteur qui produit à côté de chez moi, plutôt que d'aller à Carrefour et d'avoir des légumes qui viennent de partout en France ou du monde. Donc voilà, il y a des chercheurs qui s'intéressent en économie, finalement. Est-ce que ça marcherait pas mieux les circuits courts ? Pourquoi ? Comment le promouvoir, etc. Donc également, comment favoriser l'innovation dans le secteur agricole ? Donc comment essayer de promouvoir les nouvelles technologies, voilà, les agricultures intensives ou biologiques, enfin voir comment faire tout ça. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt des économistes qui s'inscrivent dans cette thématique-là, il y a aussi quelques sociologues, mais la partie des sociologues en fait c'est plutôt autour des mondes ruraux. Donc là ça va plutôt être des questions directement sociologiques. Quelle est la position sociale des agriculteurs dans le monde aujourd'hui ? Donc par exemple j'ai un collègue doctorant aussi qui réfléchit lui sur le suicide chez les agriculteurs. Voilà, pourquoi est-ce que c'est une profession où il y a un taux de suicide assez élevé ? Des choses comme ça, voilà. Également, donc, dans les mondes ruraux, il y a beaucoup de familles, d'ouvriers ou de choses comme ça, ou au moins anciennement, donc l'école contribue-t-elle à reproduire la main-d'œuvre ouvrière ? Ce genre de questions, donc ça c'est vraiment sociologique. Donc pour ceux qui font sciences économiques et sociales, peut-être que voilà, vous allez voir aussi dans votre enseignement d'SES des questions qui peuvent avoir un lien avec ça. Donc c'est des questions sociologiques. Donc moi, je vais plus particulièrement vous parler de la recherche en économie, puisque c'est mon domaine. Je suis vraiment économiste de formation. Et donc, en fait, quand on dit recherche en économie, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Déjà, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font SES ? Levez la main. C'est tous des S, d'accord, donc vous êtes tous des S. Donc si je vous dis économie, c'est peut-être un peu flou. En fait, en général, aux gens, quand on leur dit recherche en économie directement, la première chose à laquelle ils pensent, c'est argent. Ils se disent, voilà, on va essayer de savoir comment gagner le plus d'argent possible. Bon, c'est pas vraiment ça, hein, désolé de vous décevoir peut-être, mais c'est pas vraiment ça. En fait, en effet, on s'intéresse à l'argent, mais c'est parce qu'en fait, l'argent, ça a une utilité bien particulière dans le monde, ça sert à faire des échanges. Donc vous allez arriver chez le boulanger et lui donner 1 euro, en échange, il va vous donner une baguette de pain. Donc l'argent, ça sert à ça, ça sert à faire des échanges entre les différents êtres humains, parce qu'il y a des choses qu'on sait faire et d'autres qu'on ne sait pas faire, donc on a besoin des autres pour nous aider à pouvoir avoir ce qu'on veut. Et donc en fait en économie on va plutôt s'intéresser aux échanges, donc pas directement à l'argent. Donc on va s'intéresser aux échanges, où est-ce qu'ils se font. Donc en général les lieux de l'échange c'est ce qu'on appelle le marché. Donc
il y a différents marchés que vous connaissez peut-être qui sont assez connus, donc le marché financier, donc tout ce qui va être bourse, etc. Le marché du travail, donc voilà, il y a une offre de travail, une demande de travail, comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'il y a du chômage, donc ça c'est des questions économiques. Donc toutes ces choses-là, mais en fait plus généralement, dès qu'il y a un échange de biens ou de services quelconque, il y a un marché. Donc il y a un marché pour les voitures, un marché pour les ordinateurs, etc. Donc voilà, en fait l'économie, de façon très générale, c'est l'étude des échanges, des comportements et des choix des agents. Donc que ce soit les individus directement, donc comme vous et moi, ou alors les entreprises ou les États, ou voilà, des agents qui sont plus larges. Et donc on va prendre en compte le fait qu'ils font face à certaines contraintes. Donc par exemple, un exemple très simple, vous devez faire certains choix. Vous devez choisir si vous voulez plutôt acheter une voiture, une grosse voiture et puis avoir un petit appartement ou l'inverse, parce que vous avez une contrainte de revenus. Bon, vous ne gagnez pas encore peut-être de l'argent, mais plus tard vous allez gagner de l'argent et vous allez devoir faire certains choix puisque vous ne pouvez pas tout avoir. Donc en fait, en économie, on s'intéresse à ça. Donc moi, plus généralement, je m'intéresse à un type de choix particulier qui est amené à faire toute personne à un moment donné dans sa vie, c'est de choisir où est-ce qu'on décide d'habiter. Donc déjà, pourquoi est-ce que je décide d'habiter à un endroit plutôt qu'à un autre, et aussi les entreprises, comme j'ai dit tout à l'heure, où est-ce qu'elles choisissent de se localiser. Donc déjà, ça va poser une première question. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié de la population, enfin des individus dans le monde qui vivent en ville. Donc première question, pourquoi est-ce qu'on vit en ville? Déjà, quelles sont les raisons? Pourquoi est-ce que finalement on n'habite pas tous sur notre petit lopin de terre et que voilà, on aurait de l'espace, etc. Donc il y a différentes raisons au fait de l'existence des villes. Il y a des raisons sociologiques, bon, tout simplement parce que c'est plus agréable de se lever le matin et de rencontrer des gens, de pouvoir discuter et puis parler, raconter sa vie, plutôt que d'être chacun chez soi tout seul et de jamais voir personne. Donc ça, c'est des raisons plutôt sociologiques, psychologiques ou ce genre de choses. Il y a des raisons historiques à l'existence des villes. Donc tout simplement, au Moyen-Âge, c'était plus facile de se défendre contre l'ennemi quand on se réunissait tous au même endroit, qu'on construisait des remparts, des barricades dans la ville. Donc ça peut être une des raisons historiques de l'existence des villes, mais il y a aussi des raisons purement économiques. Donc je vais vous donner un petit exemple. Je demande à 10 personnes de construire une voiture. Indépendamment, enfin chaque personne, je lui dis, toi, s'il te plaît, construis-moi une voiture. Donc je lui donne ce qu'il faut et en imaginant qu'elle sache construire la voiture. Donc si les personnes n'ont pas le droit de céder, qu'est-ce qu'elles vont faire? Chacune, elles vont être obligées de tout faire individuellement. Donc c'est-à-dire de mettre le moteur, de mettre le siège, de mettre le volant, etc. Elle va faire toutes les tâches elle-même. Donc ça va mettre très longtemps. Donc pour construire la voiture, peut-être qu'elle va mettre 1 an. Donc si j'ai 10 personnes, au bout d'1 an, j'aurai 10 voitures. Par contre, maintenant, je leur dis, maintenant, vous avez le droit de vous entraider, de vous organiser exactement comme vous voulez, à 10. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a un qui va se spécialiser sur le moteur, l'autre qui va se spécialiser sur les sièges et le volant, un autre sur la carrosserie, etc. Et au final, chaque personne va faire une seule tâche, va devenir meilleure dans cette tâche-là à force de la faire, va pouvoir aller plus vite. Et finalement, cette organisation-là, ce qu'on appelle la division du travail, va permettre d'aller beaucoup plus vite et de gagner en productivité, comme on appelle ça. Et donc au bout d'1 an, au lieu d'avoir péniblement 10 voitures, les personnes en auront peut-être construit 100 ou 1000, etc. Donc ça, en fait, ça explique plutôt l'existence des entreprises. Et une fois que l'entreprise existe, comme on veut habiter à côté de notre lieu de travail, on ne va pas non plus habiter à 300 km. Donc finalement, les habitants se localisent à côté et ainsi de suite, ça crée des villes. Donc ça, c'est vraiment des raisons purement économiques. C'est simplement, voilà, on va pouvoir aller plus vite, produire plus et finalement créer plus de richesses quand on s'entraide et quand on est à plusieurs. Donc il y a des économistes qui s'intéressent encore vraiment à ça, à pourquoi est-ce que les villes existent, ce qu'on appelle des économies d'agglomération, et pourquoi les entreprises se localisent tout au même endroit, et des choses comme ça. Moi, je m'intéresse à quelque chose d'un petit peu différent. Ça va plutôt être la forme des villes, et puis l'impact en fait de la forme des villes sur l'environnement, et comment promouvoir une forme de ville durable. Puisqu'en fait, moi, comme je suis économiste, je ne peux pas concrètement dire, tiens, cette forme de ville-là, c'est mieux pour l'environnement que celle-là. Moi, je vais dire, une fois que je sais laquelle est la mieux, comment faire en fait pour inciter les gens à faire en sorte que ce soit cette forme de ville-là qui arrive en fait vraiment dans la réalité. Donc déjà, quand je vous dis forme de ville, je ne sais pas exactement si ça vous parle. Donc je vais vous donner un petit exemple. Vous voyez ici, on a Atlanta, donc à droite,
Et puis à gauche, on a Barcelone. Donc si on regarde comme ça, au premier coup d'œil, on a l'impression que vraiment Atlanta est beaucoup plus grosse que Barcelone, qu'il y a beaucoup plus d'habitants à Atlanta, puisque ça prend beaucoup plus d'espace. Alors qu'en fait, si vous regardez, donc ça c'est représenté en 1900, enfin c'est la population en 1990, représentée exactement à la même échelle, et on voit finalement que Atlanta a 2,5 millions d'habitants, alors que Barcelone en a 2,8. Donc on se rend compte qu'il y a un petit peu plus d'habitants à Barcelone. Donc là on voit bien qu'on a deux formes de villes complètement différentes. Et en fait, à Barcelone, les habitants vont être logés dans des grands immeubles et puis voilà, avec des plus petits appartements. Alors qu'à Atlanta, les gens vont habiter dans des grosses maisons avec des jardins et beaucoup d'espace. Donc Atlanta, en fait, c'est une ville très dense, ce qu'on appelle une ville très dense, et Barcelone, c'est une ville compacte. Donc là, on a deux types de villes, deux formes de villes complètement différentes et qui vont avoir un impact différent sur l'environnement aussi. Donc à votre avis, est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que quelqu'un veut participer pour me dire quelle ville est mieux pour l'environnement? Atlanta? Qui dit Atlanta? Je fais un petit sondage. D'accord. Et qui dit Barcelone? Ok, bon, j'ai l'impression que c'est à peu près moitié-moitié quand même. Donc en fait, ça, c'est que si on réfléchit, on se dit Atlanta, oui, on peut s'imaginer, finalement, il y a une espèce de nature à l'intérieur de la ville, puisqu'il y a des jardins, il y a plus de verdure. Mais en même temps, si on regarde bien, finalement, Atlanta, elle utilise une surface beaucoup plus grande. Donc ça veut dire que toutes les campagnes qui existaient avant, qui étaient aux alentours, les espaces naturels, ils ont été détruits pour construire en fait des espaces urbanisés, des maisons, des entreprises et ce qu'on appelle la ville. Donc déjà, on peut s'imaginer que finalement, il y a eu quand même une perte d'habitat naturel et donc une perte de biodiversité avec Atlanta. Donc ça, ce serait une première raison pour dire Barcelone est un peu mieux. Il y a aussi une deuxième raison qui est directement liée à la pollution. En fait, celui qui va habiter tout en haut de la ville à Atlanta, il va être obligé de venir travailler quand même au centre, puisque c'est là où il y a les entreprises, les commerces, etc. Donc il va prendre sa voiture, il va se déplacer jusqu'au centre, qui va créer de la pollution. Alors qu'à Barcelone, sur un espace beaucoup plus réduit, on peut imaginer déjà qu'il y a plus de transports en commun, c'est plus facile de relier les endroits, et puis même si les gens prennent leur voiture, finalement, les trajets sont beaucoup plus courts. Donc ça, c'est une autre raison pour dire que Atlanta, finalement, c'est moins bien pour l'environnement. Donc une fois qu'on sait ça, nous, en tant qu'économistes, on va vouloir savoir comment faire pour que ce soit plutôt des villes comme Barcelone qui existent et pas des villes comme Atlanta. Donc simplement, d'abord, on va déjà essayer de décrire les comportements des agents. Donc si on regarde ce qui se passe à l'intérieur d'une ville, donc on va représenter ce qu'on appelle une ville schématisée, vraiment très simplement. Il y a des zones où il n'y a que des entreprises. Donc en fait là, c'est des images de Dijon que j'ai prises sur Google Earth, donc vous pourrez les retrouver. Donc des zones où il n'y a que plutôt des entreprises, des industries ou des commerces à la limite. Des zones où il n'y a que des habitations. Et puis après, une fois que la ville est terminée, c'est la campagne, c'est les champs. Donc d'abord, nous, on va dire, finalement, les gens, ils doivent choisir où habiter. Ils vont se dire, je veux avoir de l'espace, mais en même temps, si je m'éloigne trop de la ville, et là où il y a des espaces un peu plus grands, plutôt en périphérie, je vais devoir payer un coût de transport très élevé. Donc premier arbitrage en fait dans la tête des ménages, des habitants, ils vont se dire, je vais habiter pas très loin de l'entreprise. Comme ça, je vais payer pas cher en coût de transport. Si je prends ma voiture, je ne dépenserai pas beaucoup d'essence, et puis si je prends le bus, ça ne sera pas très cher. Mais sauf qu'à Dijon, on a de la chance, les entreprises en fait sont pas très polluantes. C'est-à-dire que, à la limite, c'est pas très beau d'habiter dans une zone industrielle ou commerciale, mais c'est pas non plus nocif pour la santé. Dans certaines villes, par exemple à Shanghai, les industries sont très polluantes. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer en fait ? Certes, les ménages vont vouloir habiter pas très loin puisqu'ils vont travailler là, mais en même temps, ils veulent pas non plus subir la pollution. Donc, c'est-à-dire que ça sent mauvais, il y a de la fumée, c'est pas joli, puis ça fait des problèmes de santé. Donc, ils vont en fait se décaler. Donc là, c'est l'échelle de la qualité de l'air en fait le long de la ville. Donc, plus c'est rouge, plus l'air est pollué, et quand c'est vert et qu'on est à la campagne, on peut respirer de l'air pur dans nos petits jardins, donc on est tranquille. Donc là, comme j'ai dit, entreprises qui polluent énormément, c'est-à-dire les ménages en fait, vont décider de se décaler. Donc chaque nouveau ménage qui va arriver dans la ville,
bah, il va se dire finalement je vais habiter un peu plus loin de cette espèce de grosse zone de pollution. Donc là, qu'est-ce que ça entraîne? Deux choses, comme on a dit, donc comme j'ai dit tout à l'heure. D'abord, bah, finalement, on va avoir une destruction d'un certain nombre de zones agricoles et puis naturelles, donc perte d'habitat, perte de biodiversité, et puis on va avoir la pollution par les voitures. Donc on va construire des grosses routes et des grosses autoroutes, et puis finalement, il va y avoir de la pollution par les voitures. Donc non seulement la pollution par les entreprises est responsable en elle-même d'une diminution de la qualité de l'air, mais en plus, elle entraîne la perte d'habitat naturel et la pollution par les voitures. Donc finalement, il y a un triple effet, on peut dire. Donc comment on peut faire pour que finalement les entreprises polluent moins et que les habitants se relocalisent plus près de leur lieu de travail et utilisent moins la voiture? Donc ça, c'est la question des économistes. C'est les questions auxquelles moi, j'ai essayé de répondre dans un premier travail que j'ai effectué. Donc finalement, on se demande quels outils de politique publique mettre en place. Donc première chose à laquelle on peut penser, déjà, en général, moi quand je pose cette question aux gens, ils me disent oui, mais il faut utiliser des technologies plus vertes et puis il faut mettre des voitures électriques, par exemple. Oui, on peut faire ça. Mais ça, déjà, c'est pas l'économiste qui va créer la voiture électrique ni qui va créer les technologies vertes. Puis en plus, on peut créer des technologies vertes, mais si l'entreprise, finalement, ça lui coûte trop cher de les utiliser, comparé aux technologies polluantes, elle va toujours choisir d'utiliser des technologies polluantes. Donc justement, comment faire en fait pour que dans son calcul économique, l'entreprise se dise finalement, moi, j'ai intérêt à utiliser plutôt des technologies bonnes pour l'environnement plutôt que des technologies polluantes. Et on va leur dire, à chaque tonne d'émissions, chaque tonne de CO2 ou de particules fines ou de n'importe quoi émis, vous allez payer 100 €. On va mettre une taxe sur les émissions de pollution. Là, dans leur calcul, elles vont se dire, ah oui, finalement, avant, ça me revenait moins cher de polluer, mais maintenant, comme je dois payer ce coût-là, finalement, ça serait peut-être mieux pour moi de mettre cet argent-là dans de la recherche et développement ou dans ce genre de choses pour créer à l'avenir des technologies vertes et ne plus avoir à payer cette taxe. Donc finalement, en utilisant des outils économiques comme ça, on va inciter les agents à changer leur comportement pour qu'ils adoptent des comportements mieux pour le bien-être de la société et mieux pour l'environnement. Donc pareil pour les habitants qui habitent loin de leur lieu d'habitation et qui vont travailler en voiture. Eux, ils vont travailler en voiture puisque finalement, ça met moins longtemps, ça coûte moins cher et c'est mieux. Enfin, c'est mieux pour eux, finalement, dans leur calcul. Mais si on leur dit maintenant, on vous met une taxe sur l'essence, comme ce qui est fait, ou alors on met des péages très chers sur les autoroutes, sur les périphériques. Là, finalement, ils vont se dire, oui, je vais peut-être mettre un petit peu plus longtemps en bus, mais finalement, mon coût d'opportunité, mon coût, il est quand même moins fort que si j'ai à payer 30 €. Enfin, voilà, si j'ai à payer une taxe vraiment très forte quand j'utilise la voiture. Donc là, pareillement, soit ils vont utiliser plus les transports en commun, donc ça va limiter les émissions de pollution, ou soit ils vont se rapprocher pour quand même payer moins cher en transport. Donc là, je vous ai parlé des taxes, mais donc c'est un outil économique qui est utilisé, mais on peut aussi imaginer en fait l'outil un peu inverse, mais qui marche exactement de la même façon, c'est les subventions. Donc simplement, au lieu de dire je vais mettre une taxe sur le carburant, on se dit je vais subventionner les transports en commun, et de cette façon, ça reviendra moins cher de prendre le bus que de prendre la voiture. Donc en fait, voilà ce qu'on cherche en économie, c'est comment en fait inciter les agents. Comment, c'est pas une idée de les forcer, mais en fait c'est les inciter à changer leur comportement. Et tout simplement, en fait notre but c'est pas de dire il faut absolument que les ménages payent encore plus ou que les entreprises payent, il faut faire payer tout le monde, il faut taxer tout le monde, c'est pas ça. Mais l'idée c'est qu'en fait la pollution concrètement personne ne paye ce coût. Finalement c'est un coût social qui va être répercuté sur toute la société au fur et à mesure des années, puisque s'il y a une pollution de l'air, les gens vont être plus malades. Donc d'ici quelques années, il y aura plus de frais médicaux, ou il y aura plus de morts, plus de choses comme ça. Donc c'est un coût social. Mais sauf que les agents économiques, les individus et les entreprises, quand ils font leur choix, ils ne le prennent pas en compte puisque ce n'est pas eux qui le payent directement, ce coût. Donc en leur faisant payer directement, finalement, ils vont se dire « Ah oui, finalement, je suis en partie responsable, donc il faut que je trouve autre chose. » Donc voilà ce qu'on fait en économie. Alors maintenant, je vais plutôt en venir aux méthodes utilisées, puisque je ne peux pas dire, tiens, pour savoir si une taxe c'est bien,
Je vais demain dire à tout le monde, bah, vous payez 5 € par trajet en voiture et je regarde ce qui se passe. Je ne peux pas faire ça, concrètement, c'est pas possible. De une, moi je ne suis que chercheur, je ne suis pas un homme politique, donc je n'ai pas la main sur les décisions. Puis de deux, ce serait quand même pas très éthique de dire on essaye juste pour voir ce qui se passe. Donc à votre avis, comment on peut faire en fait, comme on n'a pas la possibilité d'expérimenter ce que nos instruments dans la réalité? Donc en fait, on va créer ce qu'on appelle des modèles économiques. Et on va utiliser des équations mathématiques pour représenter en fait les comportements des gens et comment ils agissent. Et avec nos équations, bah, on va pouvoir les manipuler, les utiliser, voir ce qui se passe si je rajoute une taxe, si j'enlève la taxe, si j'ajoute une subvention, si je rajoute n'importe quel instrument public, voir ce qui va se passer dans mon modèle, comment tous les comportements des agents vont s'adapter et un peu préconiser finalement si c'est une bonne idée ou si c'est une mauvaise idée. Bon, alors évidemment, c'est pas non plus une science exacte, c'est-à-dire qu'on pourra jamais dire bah, ça c'est sûr, ça va marcher à 100%. Mais simplement c'est un apport, un point de vue pour aider à prendre des décisions. Et en fait, les modèles économiques, ça va un peu être comme une carte routière, c'est-à-dire qu'on va faire plein d'hypothèses qui vont simplifier la réalité. Donc par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va dire qu'il n'y a que 3 zones, une zone avec des entreprises, une zone avec des habitations et une zone de campagne. Vous allez me dire, oui, mais en vrai, c'est pas ça, il y a certaines zones où c'est mélangé, etc. Mais le but, en fait, c'est pas de représenter exactement la réalité. Sinon, on ne pourrait pas comprendre. C'est comme si vous utilisez un plan pour vous repérer. Le plan, il n'est pas représenté à l'échelle réelle. Finalement, s'il était représenté à l'échelle réelle, bah, vous seriez dans la réalité, vous seriez perdu. Ça ne vous servira à rien. Donc au final, là, c'est pareil. Certes, ça va être simplifié, il va y avoir des hypothèses simplificatrices, mais au final, c'est pour mieux se repérer, c'est pour mieux réussir à tirer des conclusions, même si ce n'est pas exactement la réalité. Et puis après, pour vérifier finalement que les politiques qui ont déjà été mises en place fonctionnent, bah là, on peut utiliser les outils statistiques. Donc récolter un certain nombre de données, les manipuler, puis voir si ça a marché ou pas. Donc en général, il y a 2 types en fait, d'économistes. Il y a ceux qui font plutôt des modèles et ce qu'on appelle les théoriciens. Et il y a ceux qui font plutôt, qui vérifient après, qui utilisent les outils statistiques. Donc eux, ce sont les économètres. Donc moi, je me situe plutôt dans la première, je fais plutôt de la théorie. Donc voilà, j'ai quasiment fini ma présentation, je ne sais pas si c'est dans les temps. Donc simplement une petite conclusion. Donc voilà, on se dit bah, finalement l'économie c'est une science humaine et on va utiliser les mathématiques, c'est pas très humain entre guillemets. Mais en fait les mathématiques c'est vraiment un outil utilisé par les chercheurs, mais on n'est pas des mathématiciens. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus inventer des nouveaux théorèmes. Et on ne va pas faire des maths, entre guillemets, pour la beauté des maths. On va vraiment faire des maths parce que ça nous sert à quelque chose et c'est vraiment un outil. Et donc voilà, l'économie, c'est une science humaine, c'est une science de l'homme. Donc en fait, dès qu'un sujet se rapporte à l'homme, aux hommes en général, ça peut être un sujet d'économie. Donc là, voilà, je vous ai parlé des villes, de l'environnement. C'est vraiment un sujet particulier, mais en fait, tout et n'importe quoi peut être traité en fait, avec des méthodes économiques. Donc pour les intéressés, ce que je vous conseille, au lycée en général, c'est une lecture qu'on aime bien, c'est Free Economics, donc de Levitt et Dubner. Donc c'est vraiment pas du tout un livre technique, hein, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et vous allez voir en fait que l'économie, bah, finalement, ça peut servir à étudier un peu tout et n'importe quoi. Donc par exemple, lui, j'ai plus exactement en tête ce dont il parle, mais il va comparer, par exemple, pourquoi est-ce que les sumos ont les mêmes comportements que les agents immobiliers. Ou pourquoi est-ce que est-ce que notre prénom finalement, est-ce que le prénom qui nous est donné à la naissance va avoir un impact sur notre trajectoire de vie, des choses comme ça. Donc ça, c'est des questions que même l'économie peut permettre d'étudier. Donc c'est aussi un film, hein, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous, il est sorti au cinéma l'année dernière, mais je vous conseille quand même le livre, c'est mieux expliqué. Voilà, donc je vous remercie.